Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière émission de notre série spéciale L'eau, un enjeu de société, un projet porté par la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre de l'appel à projet eau de la région Pays de la Loire. Durant plusieurs mois, Ecoscience s'est associé aux radios locales pour vous proposer 5 émissions en direct sur Twitch, également diffusées sur les ondes. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de la Tribu à Saint-Nazaire. Et pourquoi à Saint-Nazaire ? Parce que nous sommes au cœur de notre sujet du jour, l'estuaire de la Loire. Alors, pour ceux qui sont avec nous en direct sur Twitch, n'hésitez pas à répondre, à poser des questions dans le chat. Et puis moi, je me ferai un plaisir de le transmettre à nos 2 invités du jour qui sont à côté de moi. Donc, comme je vous l'ai dit, notre thématique du jour, c'est l'estuaire de la Loire, un territoire entre terre et mer. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'accueille à ma gauche Romain Lécuyer, technicien de recherche en écologie aquatique à Bio-Littoral. Bonjour Romain. Bonjour. Et puis à sa gauche, Pascal Gary. Pascal, tu es microbiologiste au laboratoire santé-environnement de l'Ifremer. Tout à fait, bonjour à tous. Alors je vais vous demander de vous présenter succinctement vos deux positions. Qu'est-ce que vous faites, vous, donc à Bio-Littoral et à l'Ifremer. Donc je commence par toi, Romain. Oui, bien sûr, il en faut bien. Moi, de mon côté, je suis... En fait, il n'y a pas de poste bien défini. C'est un petit bureau d'études dans lequel je travaille, Bio-Littoral, là. On est une petite équipe assez polyvalente. Et moi, j'interviens surtout dans la gestion des différents contrats qu'on a réalisés. On fait des missions d'échantillonnage sur les littoraux de Sud-Bretagne, Vendée, Pays de la Loire, etc. On intervient notamment sur l'estuaire de la Loire, dans lequel on réalise des suivis environnementaux. Et surtout pour la faune aquatique, voilà, les poissons, les petites bestioles qui vivent dans la vase, etc. Ça, c'est mes missions, puis jusqu'à la rédaction de rapports et à la transmission aux différents commanditaires de nos contrats. Et je précise aussi que, en fait, le lien avec l'Ifremer se fait aussi, puisque tu as terminé ta thèse l'année dernière, en 2024, et c'était à l'Ifremer. Tout à fait. Pas dans le même laboratoire que Pascal, mais... En collaboration, tout à fait, avec l'Ifremer. Et du coup, toi, Pascal ? Et donc, du coup, l'Ifremer, donc c'est un institut de recherche sur tout ce qui touche à l'océan. Moi, je travaille au laboratoire santé-environnement en microbiologie, qui s'intéresse à la qualité sanitaire des coquillages, qui reflète la qualité de l'eau de mer du littoral, et donc tout ce qui est santé humaine. Quand on mange des coquillages, est-ce qu'on peut être malade ou pas ? Exact. Donc aujourd'hui, j'espère que vous l'avez bien compris, on va parler à la fois de la santé des écosystèmes et de la santé humaine. Voilà, tout à fait. En lien avec l'estuaire de la Loire. Donc avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voudrais d'abord qu'on parle un peu de l'estuaire. Est-ce que c'est un estuaire ? Enfin, une estuaire, pardon. Donc en France, il existe 3 grands bassins estuariens, la Seine, la Gironde et la Loire. Aujourd'hui, on va parler de la Loire. Alors, c'est un estuaire qui est défini comme l'estuaire est défini comme l'embouchure d'un cours d'eau, et dessinant dans le rivage une sorte de golfe évasé et profond. Mais chaque estuaire a une forme différente. La Loire est différente de celui de la Seine et celui de la Gironde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la structure écologique d'un estuaire ? Comment ça se forme ? Quelles sont les différentes parties qu'on peut trouver ? Que j'intervienne là-dessus. Oui, Alors, un estuaire, on les catégorise de par le monde. Les systèmes estuariens, on peut les retrouver à travers la planète, sur les milieux côtiers. Et en France, et plus généralement en Europe, on retrouve généralement ce qu'on appelle des estuaires de plaine inondée. Des estuaires qui se sont formés, en fait, lors de la dernière déglaciation. L'eau est remontée et a inondé les plaines fluviales de la Loire. On voit encore ce qu'on appelle la paléovallée de la Loire, dans le creux de plus loin, au large de Saint-Nazaire. Et ça reflète en fait l'ancien lit de la Loire qui a été inondé. Et donc actuellement, le niveau de la mer a permis de créer cette zone estuarienne de transition entre l'eau douce de la Loire et l'eau de mer qui provient de l'océan Atlantique et qui se mélange là-dedans, qui nous crée tout un gradient de salinité, mais pas que. Cette rencontre d'eau, elle crée aussi des
forte turbidité. Il y a de la remise en suspension de sédiments qui vient générer ce qu'on appelle le bouchon vaseux. C'est ce qui donne la teinte brunâtre à l'eau à Saint-Nazaire, typiquement régulièrement dans l'année. Et puis là-dedans, on a toute une faune, une flore qui se développe et qui viennent générer un écosystème complet avec l'ensemble de ses fonctions, des services qu'on peut en retirer, des bénéfices, etc. Et du coup, est-ce que cette structure, c'est vraiment très particulier aux estuaires ou est-ce qu'on peut retrouver ça dans d'autres environnements écologiques ? Alors moi, de mon côté, en tout cas sur les sujets que je traite, parce que je ne traite pas de la microbiologie, donc tu pourras peut-être nous parler de ça. Moi, je traite plus des bestioles qu'on voit à l'œil nu, globalement. Et pour ces choses-là, on retrouve des points communs avec les milieux côtiers, dans certains cas. Mais il y a quand même des choses qui sont particulièrement vraies en estuaire, et c'est notamment lié à l'aspect très, très dynamique des conditions environnementales dans l'estuaire. Avec typiquement en estuaire de Loire, c'est des marées qui interviennent 2 fois par jour et qui vont créer un décalage complet des conditions environnementales qui se trouvent. Si on parle de petites bestioles qui vivent toujours au même endroit dans l'estuaire, toujours sur une petite portion d'habitat, elles vont se prendre des flux de marée qui vont induire des changements de salinité drastiques au fil de la journée. Ça développe une résistance incroyable et des conditions vraiment très particulière vraiment au système estuarien. D'accord. Voilà. Et toi, Pascal, est-ce que la microbiologie, c'est très particulier dans les estuaires ou est-ce que ça ressemble à d'autres environnements ? Non, c'est particulier. Enfin, c'est un mélange entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc, on a des apports anthropiques en microbiologie, donc qui viennent de l'homme. Ça va être tout le sujet de. Exactement. Donc anthropique qui vient de l'homme. Qui vient de l'homme à travers ses différentes activités. Et tandis que dans l'océan, alors on a aussi ces apports anthropiques, mais on a aussi des bactéries, des virus, enfin surtout des bactéries qui sont d'origine marine et donc avec un écosystème complètement différent, comme l'a dit Romain. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, l'estuaire de la Loire, c'est un environnement qui est particulier. C'est à la fois une entrée de mer et dans le continent et une sortie du fleuve vers l'océan. C'est au croisement des activités humaines et écologiques. Quand on parle des activités humaines, notamment dans le port Saint-Nazaire, Nantes-Saint-Nazaire, il y a énormément d'activités industrielles ici. Ça en fait un point stratégique économiquement. Alors, je sais que c'est pas votre cœur de recherche, mais en tout cas, c'est important de le préciser pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est aussi un point stratégique pour les espèces qui l'habitent. Puisque en fait, nous ne sommes pas la seule espèce qui habite l'estuaire, il y a aussi d'autres espèces. On a commencé à l'évoquer. C'est quoi les fonctionnalités écologiques d'un estuaire pour les espèces qui l'habitent ? Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme espèces que tu dis ? Toi, tu t'étudies surtout les bestioles qu'on peut voir à l'œil nu. Les grosses bêtes. Ouais. Bestioles qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, quel type d'animaux, quel type d'espèces, pas que d'animaux, faune, flore, qu'on peut trouver. Voilà. Globalement, c'est vrai que c'est intéressant parce que autant dans les systèmes marins ou ce genre de choses, on peut aller plonger par exemple dedans, aller s'immerger pour regarder ce qu'il y a au fond. On voit quelque chose. Voilà. Alors en estuaire, on voit globalement rien. En plus, c'est turbide. Déjà, c'est trop dangereux. En plus, il y a trop de courant, donc on n'y va pas, absolument pas. Et donc, pour information, on y trouve tout autant de poissons, et notamment des poissons juvéniles. Donc là, on parle de petits poissons qui vont naître dans d'autres habitats, soit au large, soit plus en amont dans le fleuve, et qui vont coloniser au fil de l'année, à certaines saisons, l'estuaire, qui est un milieu assez productif et qui va leur servir de frigo, de garde-manger. Voilà, ils vont y trouver une ressource alimentaire abondante, en grande quantité et très productive. Donc ça, c'est toute une partie de l'écosystème. On va dire que c'est les grands prédateurs des estuaires. D'accord. Et ils se préparent, ce que tu dis en juvénile, en fait, ils se préparent à aller dans l'océan, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Ils passent les premières années de leur vie à s'alimenter, croître dans de bonnes conditions, on l'espère, on leur souhaite, pour atteindre l'âge adulte, c'est ce qu'on appelle le recrutement, et venir donc alimenter les populations adultes. On appelle ça le recrutement. Ça s'appelle du recrutement, on appelle ça du recrutement, ouais. Ils sont recrutés dans les populations adultes, où qu'elles soient. Et... Ils passent des entretiens aussi ou... Ouais, non, probablement pas. Ils ont déjà assez d'épreuves en chemin, c'est déjà bien comme ça. C'est ça, les entretiens. C'est les différentes épreuves qu'ils ont pour arriver jusqu'à la mer. Tout à fait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de nourricerie d'un estuaire. D'accord. Il y a des milieux côtiers non estuariens qui remplissent également cette fonction-là, mais l'estuaire le remplit beaucoup, et l'estuaire de la Loire, c'est notamment le cas pour des espèces, on va parler d'espèces comme la sole commune, qui sont très commercialisées. Le bar aussi, je pense que ça parlera à pas mal de gens, on a pas mal de bars là très proches de Saint-Nazaire qui s'en servent comme nourricerie. Et voilà, et ils s'alimentent sur ce qu'on appelle le macrobenthos, ça c'est tous les coquillages, les vers de vase, les mollusques, etc. Ils vont peupler la vase, les vasières, etc., qui vont servir de source d'alimentation aux poissons, mais aussi à des oiseaux, et là c'est moins mon domaine, mais il y a pas mal d'oiseaux qui viennent vivre de manière saisonnière ou non, sur les bords de l'estuaire de la Loire, sur leur voie migratoire ou simplement pour hiverner. Ok.
Donc en fait, ils consomment la même chose que nous, parce qu'ils consomment des coquillages et des mollusques. Ouais. Donc est-ce que... Puisque justement, ça me fait venir à la question, c'est quoi les activités humaines, justement, qui sont soumises à la surveillance microbiologique, et du coup, parce que nous aussi, on consomme des coquillages. Oui, alors donc nous, on s'occupe que des coquillages et de leur qualité sanitaire, hein, ce qu'on consomme. Enfin, dans le laboratoire, à l'Ifremer, on va s'occuper aussi des poissons, hein. Tu as fait ta thèse en collaboration, donc tu peux en témoigner, effectivement. Et donc oui, il y a des réseaux de surveillance à l'Ifremer d'un point de vue microbiologique, mais aussi chimique, à travers différents réseaux de surveillance pour s'assurer de la qualité sanitaire de ces coquillages et donc de la qualité de l'eau qui leur permettent de vivre. Et on parle de quel coquillage ? Coquillages, eh bien les huîtres, les moules, les coques, les palourdes... Tout un plateau de fruits de mer. Ouais, c'est ça, tout ce qu'on mange à Noël ou l'été, quand on a envie de... Ouais, en apéro, c'est pas mal aussi. En apéro, enfin voilà, tout ce qui est consommé. Tout à fait, donc on est vraiment à l'embouchure, puisque ces coquillages ont besoin d'eau salée. Mais du coup, la Loire ou les autres fleuves vont apporter aussi, on l'a évoqué, à travers les marées, et des nutriments, mais aussi des contaminants. Oui. Microbiologiques, chimiques. Des débordements, et on en parlera un peu après. Du coup, donc, l'estuaire de la Loire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un estuaire qui a beaucoup été aménagé, notamment pour l'activité humaine. Et ça remonte au XVIIIe siècle, hein. C'est pas quelque chose qui date du siècle dernier ou d'il y a quelques dizaines d'années. C'est quoi, globalement, les modifications qui ont été apportées à l'estuaire ? Notamment du coup quand même depuis le milieu du XXe siècle, et c'est quoi les conséquences de ces modifications sur l'écologie ? Eh ben, il y en a un tas des conséquences, mais si on revient d'abord sur un petit historique des petits événements qui ont pu provoquer ces modifications anthropiques de l'estuaire, hein, cette modification, elle était de base morphologique. On a essayé de contraindre à la fois le fleuve et la partie plus marine de l'estuaire pour en faciliter la navigation. Le but, c'était vraiment de réussir à faire naviguer des bateaux dedans, avec tout tirant d'eau, etc., pour favoriser le commerce. On a eu pas mal aussi on en parle, ça faisait partie de l'histoire de la traite négrière qui a pris lieu sur Nantes, Saint-Nazaire, etc. C'est une époque où il y avait effectivement besoin de faire naviguer pas mal de bateaux. Actuellement, c'est beaucoup plus des navires commerciaux, hein. On retrouve des méthaniers, on retrouve énormément de céréales, de grains, etc., qui sont acheminés sur Nantes, Saint-Nazaire, du bois, voilà, ça fait vivre pas mal d'entreprises. Et donc, il y a toujours eu cette volonté, en fait, de faciliter la navigation dans l'estuaire. Et ça passe par différents aménagements qui ont eu lieu au fil des années, des essais, des erreurs, on réessaye, on essaye autre chose, etc. Et on arrive finalement à la situation dans laquelle on est actuellement, avec des bords de l'estuaire de la Loire qui ont été endigués, c'est-à-dire que dans une certaine partie en tout cas. Endigués, c'est-à-dire qu'on a mis des digues littéralement sur le bord des berges pour contraindre l'eau dans un seul chenal unique. Au centre. D'accord. On empêche l'eau de partir dans des axes latérales. Aménager les bords de Loire. Oui, bien sûr, ça, c'est de l'aménagement, effectivement. On a aménagé les bords de Loire, mais pas que les bords. On a aussi pas mal creusé le chenal de navigation pour atteindre actuellement une profondeur autour de 13 mètres, stabilisée à 13 mètres, sur les bordures des quais de Montoire, etc., jusqu'à Donge. Et ça, c'est pas anodin non plus. Ça va provoquer une facilitation de l'intrusion de l'eau de mer à chaque marée. On a des volumes d'eau qu'on appelle oscillants, qui oscillent au fur et à mesure des marées chaque jour, qui vont être beaucoup plus conséquents récemment, et qui ont provoqué une remontée du front de salinité au fil des années, pour même aller jusqu'au point de contraindre la commune de Nantes à décaler ses prises d'eau parce que l'eau était devenue trop salée. Oui, il y a un exemple récent, hein, c'était quand est-ce qu'ils ont dû décaler plus l'année précise, c'est récent. Hein. C'est assez récent. Hein. Quelle année c'était, mais... Ils ont décalé. Donc, c'est récent, ouais. Ça veut dire que l'estuaire est beaucoup plus salé que ça ne l'était avant. Et bien là, on tombe sur la définition même d'un estuaire, on ne sait pas comment le définir. Ah ouais, on sait. Est-ce que l'estuaire est plus salé ou est-ce qu'il se décale littéralement vers l'amont, quoi, tu vois, est-ce que l'estuaire gagne du terrain sur le fleuve? D'accord. Voilà, là, ça devient les limites. Du coup, c'est une espèce de combat permanent entre le fleuve et l'océan pour savoir qui c'est qui va gagner plus d'espace, eau douce ou eau salée. Oui, exactement. Ouais. Et on a ces décalages environnementaux qui vont certainement induire des décalages aussi écologiques en termes de faune, de flore qui s'installent dans l'estuaire. Voilà. Et donc, cet estuaire donc, a été modifié pour s'adapter aux activités portuaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il se porte quand même... Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce que ça va? Est-ce que, malgré ces modifications, est-ce que...
voilà, est-ce qu'il est quand même toujours... est-ce qu'il il répond justement au service qu'il peut rendre à l'écosystème et en même temps, est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre avec les activités humaines? Oui. Est-ce que tu veux nous... C'est une grande question, on va essayer d'y répondre en détail. Après, mais... C'est une grande question, et puis on a des réponses différentes en fonction du sujet auquel on va s'attaquer. On avait évoqué à travers la modification de cet estuaire, l'endiguement et tout ça, mais il y a l'environnement où on a vu l'implantation des raffineries, donc qui ont aussi un impact, alors peut-être pas sur l'estuaire directement en tant qu'estuaire, mais plutôt sur la qualité des eaux. On a, comme tout le littoral, tout le monde veut habiter au bord de la mer. C'est vrai. Surtout quand on ne travaille plus. Non, mais ça il y a une pression à ce niveau-là. Voilà, il y a une pression anthropique. Enfin, ça fait la deuxième fois que j'entends ce mot. Mais c'est une des pressions anthropiques. Ouais, c'est une des pressions anthropiques. L'accroissement de la population et des conséquences que ça peut avoir en termes de traitement des eaux usées, par exemple. D'accord. Et notamment, j'imagine que le fait qu'on on a endigué les bords de Loire, les berges, on a un avancement de l'eau de mer qui est dans l'estuaire. Est-ce que potentiellement ça pourrait venir de changement climatique avec une montée des eaux? Et donc du coup une érosion aussi des côtes, des bords côtiers, ce genre de choses. Oui. Est-ce que par hasard, ça pourrait venir de ce genre-là? Alors, j'ai pas mal fait de travail sur justement étudier un petit peu l'évolution de la hauteur d'eau en fait qu'on arrive à mesurer à différents marées graves dans l'estuaire de la Loire. Et ça, pour le coup, on observe effectivement une montée du niveau des eaux. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quelque chose d'assez... je ne vais pas me risquer à dire négligeable, mais c'est encore minime par rapport aux autres. C'est quoi, quelques millimètres, quelques centimètres? Ouais, je crois que c'était quelques millimètres, mais je ne sais plus si c'est par année ou par décennie. Mais je pense que c'est par décennie. Bref, c'est une tendance qui est notable, qui va peut-être s'accélérer à l'avenir. Et en tout cas, c'est toujours bien de garder en tête que ça fait partie des pressions à surveiller à l'avenir. À côté de ça, on a aussi pas mal de réchauffement climatique dont on entend parler depuis un petit moment. Là, pour le coup, on voit effectivement l'eau qui chauffe un petit peu plus en moyenne. C'est toujours pareil, c'est des moyennes. En moyenne, on a une eau estuarienne qui est plus chaude. D'accord. Et on a un phénomène de vague de chaleur qui est particulièrement vrai dans les parties océaniques et qui se retrouve également dans les zones estuariennes. Là, pour le coup, très difficile d'étudier les conséquences de ces vagues de chaleur parce qu'elles peuvent être aussi ponctuelles que intenses. Donc, c'est difficile, en fait, de quantifier en termes écologiques quelles sont les conséquences de ces perturbations. Mais pour autant, elles existent et elles ont certainement des conséquences. Et par exemple, sur les vagues de chaleur, ça me pose, en tant que microbiologiste, est-ce que ça peut amplifier le développement de certaines bactéries, par exemple? Ça va avoir différents impacts. Effectivement, avec une eau plus chaude et une eau salée plus chaude, on a des bactéries qu'on appelle des vibrios. Alors le plus célèbre, c'est Vibrio cholera, mais on n'en a pas. C'est celui qui donne le coquillage. Qui donne le choléra. Mais on n'en a pas dans nos coquillages. Ok, ça va. Voilà, ouf. Mais on en a qui sont pathogènes pour l'homme, qui vont nous donner différents symptômes, dont des gastro. Et c'est des bactéries qui aiment l'eau salée, l'eau saumâtre. Donc on se retrouve au niveau qui sont naturellement présentes dans nos mers et on a de l'eau saumâtre qui remonte un petit peu dans l'estuaire. On a un réchauffement, ça lui plaît tout ça. Bah oui, elle est contente. Voilà. Elle est contente, alors ça va avoir un impact sur la qualité sanitaire de nos coquillages mais aussi sur... On en a un qui s'appelle, je vais dire son méchant nom, Vibrio vulnificus, qui peut entraîner des septicémies dès qu'on a des plaies et tout ça. Donc il n'y a pas que la consommation de nos coquillages qui peut avoir un impact sur la santé humaine, mais aussi une baignade. Ah oui, le simple baignade. Alors il faut avoir un terrain bien sûr sensible, voilà. Mais ça veut dire que ça pourrait augmenter des risques, par exemple, pour des baignades. Des baignades, mais surtout sur la consommation de coquillages. Il y a une étude de l'ANSES qui a démontré effectivement qu'avec le réchauffement climatique, le risque de vibriose, c'est le nom de la maladie, devrait augmenter. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, dans le cadre de notre changement climatique, on a des événements ponctuels, intenses, des pluies intenses, on le voit. Et on peut se retrouver avec des lessivages des sols.
Donc on peut avoir une activité agricole où on va lessiver le sol, alors soit d'élevage, soit d'épandage, et puis tout ça va se retrouver dans nos fossés, dans nos ruisseaux, et se retrouver dans l'estuaire, donc avec des contaminants microbiologiques, des bactéries, des virus. Et même chose sur nos réseaux d'eau usée, qui à Saint-Nazaire par exemple, ici, on peut très bien à un moment donné avoir, si les réseaux sont mal séparés, avoir une saturation de nos stations d'épuration parce que le pluie arrive et on va avoir des débordements qui vont aller contaminer l'estuaire et les coquillages. Oui, parce que finalement, en fait, c'est le cycle de l'eau, quoi qu'il arrive, tout revient à la mer à un moment donné. À un moment, tout revient à la mer. Tout passe par là, que ce soit par infiltration du sol ou par les rivières, par les affluents. Donc finalement, donc c'est important de préserver l'eau dans tous les sens. Et, on a déjà commencé un peu à parler justement de ces pressions-là, mais il y a quand même une question que je me pose. C'est qu'on dit qu'on a modifié notre environnement, mais on fait quand même partie de cet environnement. On dit qu'on a dénaturé, entre guillemets, l'estuaire de la Loire, parce qu'il n'y a plus de nature authentique, sauvage, comme on pouvait avoir. Mais ça a aussi permis le développement de nouveaux espaces. Pour certaines espèces, c'est des zones de protection qui ont été mises en place. Est-ce que cette dénaturation, elle est véritablement négative pour l'environnement ? Est-ce qu'elle est que négative, ou on peut se dire, finalement, ça a quand même permis à des espèces de trouver des espaces naturels pour se reproduire, pour vivre? Ouais. C'est une question évidemment très délicate, forcément, parce que c'est complètement vrai que moi, typiquement, les thématiques avec lesquelles je travaille, je vous en parlais tout à l'heure, c'est toutes les bestioles qui vivent dans la vase ou qui se nourrissent de ces bestioles-là. Et donc, on traite notamment des habitats qu'on appelle des vasières. Elles se trouvent généralement dans des espaces intertidaux, c'est-à-dire entre le battement des marées. Donc, c'est les espaces qui se trouvent immergés à marée haute et émergés à marée basse. Et ça, en fait, ça génère tout un ensemble de conséquences environnementales qui vont favoriser le développement de ce qu'on appelle un petit film de microalgues, en fait, qui vont profiter à la fois à marée haute d'un apport nutritif et à marée basse d'un ensoleillement assez fort pour permettre la photosynthèse. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des habitats particulièrement productifs. Et donc, on essaye, nous, en tout cas dans notre expertise, dans nos recherches, de se concentrer sur les vasières intertidales, leur intérêt écologique, etc. Et il y a notamment une menace qui pèse sur ces vasières intertidales, c'est la continentalisation. C'est permettre à des écosystèmes terrestres de prendre le pas sur ces écosystèmes aquatiques, semi-aquatiques. D'accord. Et donc ça, notamment en estuaire de Loire, on a des roselières, donc énormément d'habitats à roseaux qui se développent sur les bords de Loire, habitat complètement naturel, qui a tendance à, par contre, venir croquer sur les vasières. On a pas mal de petites bestioles dans les vasières qui vont venir rompre en fait les systèmes racinaires des jeunes roseaux, qui vont les empêcher de coloniser ces habitats. Ils vont maintenir quelque part les vasières dans leur état actuel. On peut tout à fait observer par des aménagements de type dépôt de sédiments ou ce genre de choses, de venir littéralement continentaliser des fractions entières de vasières et permettre dans un premier temps des roselières de coloniser ces habitats, et peut-être ensuite d'y voir des aménagements qui s'y passent. Forcément, on aménage sur des zones atterrisées, des zones qui sont exondées. Et donc ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Moi, de mon côté, j'y perds des vasières intertidales, mais quelque part, effectivement, il y a sûrement des ornithologues qui seront ravis de voir des roselières se développer. On voit pas mal d'oiseaux, de petits passereaux qui nidifient là-dedans et qui apportent aussi leur lot de diversité. Je vais peut-être poser une question un peu touchy, mais en fait, on met en concurrence plusieurs espèces, même si on met toujours... les espèces peuvent être en concurrence, mais cette pression anthropique met en concurrence les autres espèces. Est-ce qu'on pousse à la mise en concurrence, d'une certaine manière ? De toute façon, la concurrence, il y en a de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est le jeu de la vie, la compétition. Donc, c'est vrai que c'est délicat comme question, parce que je pense que de toute façon, ces habitats-là sont des habitats voisins. Mais ce qui change, c'est la limite entre les deux. Et c'est justement de savoir à quel point on change ce rapport de force entre quantité de roselières disponibles pour tout un écosystème qui va s'y développer, insectes, oiseaux, etc. Mais en laissant tout autant de place, ou en tout cas la place nécessaire au bon fonctionnement des parties aquatiques qui nécessitent les vasières intertidales. C'est là en fait où, moi je parle souvent du fait que l'humain il joue à l'apprenti sorcier. On essaye toujours en bien ou en mal, même sans le faire exprès ou quoi, on fait un aménagement, on joue un peu à l'apprenti sorcier, on ne sait pas trop quelle alchimie va se passer derrière. Et même quand on parle des principes de renaturation, de réensauvagement, etc., alors, le sauvagement c'est autre chose, mais les principes de compensation écologique, ce genre de choses,
ça viendrait potentiellement, par exemple, on pourrait très bien parler du fait de venir rogner une roselière pour réinstaurer une vasière à la place, comme ça a pu l'être historiquement avant les aménagements de l'estuaire de la Loire. Mais pour autant, on n'a pas la moindre idée disons une petite idée des conséquences écologiques que ça peut avoir. Positif pour les vasières, certainement négatif pour les roselières. Les gagnants, ils méritent d'avoir la couronne, ça, c'est délicat. Ça me vient une autre question. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas juste qu'on laisse tranquille? Est-ce que si on arrêtait tout et on les laissait faire, ce ne serait pas une meilleure solution? Si on n'avait plus d'huîtres à Noël? Comment ferait-on si on n'avait plus d'huîtres à Noël? C'est une boutade. On aura toujours des huîtres à Noël. Mais ça veut dire que là, sur les questions de finalement, soit on renature, mais ça veut dire qu'on vient encore mettre notre grain de sel, soit on laisse faire, mais en même temps, il y a toujours des pressions anthropiques autres. Donc là, est-ce que finalement... Mais en fait, il faut quand même... Je sais pas si Pascal voulait répondre en premier. Parce que moi, je vais partir du côté social complètement là. On est parti sur l'aspect vraiment, s'il y a de l'activité industrielle, etc., c'est aussi pour développer tout un pan économique de la région, etc. Et on ne peut pas négliger le poids économique et l'importance en termes d'emploi, de l'aspect social que les activités du port et de n'importe quelle industrie qui est installée sur les bords de la Loire a pour la région. C'est pas négligeable. Et évidemment, ça peut pas être un stop demain. Pas arrêter ça comme ça, c'est plutôt de la réflexion sur les aménagements futurs, essayer de faire des compromis, ce genre de choses. On ne pourra de toute façon, à mon sens, pas restaurer l'estuaire tel qu'il était à l'époque. Et même si on le faisait, je ne suis pas sûr que l'écosystème qui existait à l'époque pourrait se réinstaurer lui-même, parce qu'effectivement, on a des changements globaux qui, de toute façon, sont indépendants de notre volonté ici à Saint-Nazaire. Et il va falloir évoluer avec ça, essayer d'augmenter à fond la compréhension de ces écosystèmes-là pour... voir au maximum, anticiper autant qu'on puisse et avancer avec ça. C'est exactement ce que j'allais dire. On ne peut pas y aller comme ça. On a effectivement un équilibre entre l'économie locale, la bonne santé de l'estuaire et même si on voulait, comme tu l'as dit, c'est quelque chose maintenant, ça y est, c'est parti, c'est lancé le changement. Et c'est global, c'est pas dans Loire-Atlantique, c'est pas à Saint-Nazaire. Et c'est partout sur la planète, donc il faut faire au mieux et trouver l'équilibre. Oui, je rebondis sur ça. C'est les chantiers de l'Atlantique, le port de Saint-Nazaire, c'est le 4e port français en termes de commerce. Et c'est, oui, évidemment, un aire de transit et un vrai centre économique. Mais c'est aussi, je peux préciser que voilà, il y a eu des projets qui n'ont pas abouti parce que les citoyens ont décidé de se battre contre certains projets, notamment une centrale nucléaire, notamment d'autres projets qui auraient pu modifier justement encore l'estuaire. Donc les habitants tiennent aussi à ces espaces naturels. Donc finalement, cet équilibre peut venir aussi entre les écosystèmes, les citoyens et puis évidemment les chantiers et son économie. Moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur la question de la santé humaine. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on surveille justement les coquillages et finalement quels sont les différents moyens de surveillance qui peuvent exister Donc à l'Ifremer, il y a ont été mis en place depuis une quarantaine d'années, différents réseaux de surveillance. Donc il y a celui que je connais bien qui concerne la microbiologie. C'est sur les zones de production, donc pas sur les zones de pêche à pied ou récréatives, sur les zones de production. Donc quand on va aller acheter à l'ostréiculteur, au mytiliculteur, des coquillages ou au supermarché ou au poissonnier, toutes ces zones sont surveillées mensuellement. On va aller récupérer des coquillages, les analyser. Donc on va chercher une petite bête qui s'appelle Escherichia coli. On la connaît, je pense. On la connaît bien. Alors pourquoi elle? Parce qu'elle vient des intestins des mammifères. Donc, et comme les pathogènes pour l'homme, les bactéries ou les virus, proviennent de nos intestins, c'est un retour à l'envoyeur. Eh bien, c'est à partir du moment où il y a du E. coli, puisqu'on le trouvera tout le temps en toute saison, ça veut dire qu'il y a une contamination humaine, une contamination fécale. Faut être clair. Oui. On n'a pas envie de manger des coquillages, mais donc ça veut dire que derrière, il y a un risque.
Donc à partir de là, on va aussi classer les zones donc, en fonction de la qualité de la zone de production, donc la qualité de l'eau indirectement. Donc on a des zones qui vont être classées qu'on appelle A, donc de bonne qualité, on peut vendre, consommer directement les coquillages. Des zones qui vont être de moins bonne qualité, je vais passer les chiffres associés, c'est pas l'objet du jour, mais ça va être une qualité moyenne, et là on est obligé de purifier les coquillages. Donc, purifier, ça se fait pas juste par une simple rivière. Il faut les mettre dans l'eau de mer propre. On pourrait débattre aussi de la... Qu'est-ce que ça veut dire, une eau de mer propre? Voilà, on va dire la plus propre possible. Oui, puisque dans l'eau, il y a aussi d'autres produits. Voilà. Propre microbiologiquement déjà. Donc les coquillages sont des filtreurs, donc en filtrant, ils vont éliminer les bactéries, avec un petit bémol sur les virus, sur les norovirus, qui sont responsables des gastro, entre autres hivernales, qui eux vont s'éliminer beaucoup plus difficilement. Donc comme ça, on surveille, on classe les zones avec derrière des actions différentes sur les coquillages. Et puis on a une troisième catégorie qui est les zones classées C, où là, on ne peut pas les consommer directement. Il faut les traiter thermiquement. Mais ce n'est pas nous, simples consommateurs, qui devons les traiter. Ça part vers l'industrie où ça va être traité pour mettre sur les pizzas, pour mettre dans des plats cuisinés, ce genre de choses. Donc quand on est ostréiculteur, notre zone elle passe en C, on n'est pas bien parce que... Ça veut dire qu'on a une perte de marché quand même, j'imagine. Oui, parce que bon, il faut que on n'achète pas des huîtres cuites. Ouais. Moins facilement. C'est moins facile. Moins facilement, oui. Ouais. Donc tout à fait. Donc ça, c'est le réseau de surveillance microbiologique. On a un réseau de surveillance chimique. On va chercher des tas de composés comme le plomb, comme le cadmium, comme le mercure. On met aussi des hydrocarbures. On parle beaucoup maintenant de PFAS. Oui. Tout ça, voilà, c'est aussi surveiller la qualité des coquillages et des zones de production et de l'eau. Pour revenir sur l'estuaire de la Loire, je discutais ce midi avec la collègue en charge du ROC, et je lui disais, mais il se porte comment? Bah oui. Comment ça va? Voilà, comment ça va d'un point de vue chimie? Parce que moi, je pourrais parler de la partie microbio, et on rejoint ce qu'on disait sur les actions de l'homme, où on a mis en place, pour la qualité de l'air, de l'essence sans plomb. Oui. Là, c'était plutôt sur la qualité de l'air. On sait très bien qu'à Donge, on a un petit peu d'essence de fabriquer, un petit peu, et jusqu'à ce qu'on ait de l'essence avec plomb, l'estuaire était contaminé par du plomb. Et depuis qu'on est passé à l'essence sans plomb, eh bien, l'estuaire de la Loire se porte bien par rapport à cette contamination au plomb. Comme quoi, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les choses complètement indirectes. Une action pour la qualité de l'air, au final, a eu une bonne action sur la qualité de l'eau de l'estuaire de la Loire. Oui, parce que si on fait un peu la suite logique, c'est-à-dire que si c'était dans l'air quand il pleut, finalement, ça retombe dans les... Voilà, et puis la raffinerie est vraiment, à Donge et au bord de l'estuaire, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Donc on voit que beaucoup de choses sont liées, que tout se résout pas facilement. Et puis on a un autre réseau, mais là c'est sur le phytoplancton, qui lui aussi peut être pathogène pour l'homme. Entre autres, il produit des phytotoxines, donc on a aussi ces réseaux de surveillance, y compris dans l'estuaire de la Loire. Donc voilà un petit peu les trois grands réseaux de surveillance de la qualité de l'eau. Et d'un point de vue microbio. Ouais, comment ça va? Alors l'estuaire de la Loire est plutôt classé en catégorie B. Ok, donc, ça va, mais ça passe. C'est pas ouf quand même. C'est pas ouf, mais avec une amélioration quand même ces dernières années. Et cette amélioration, elle vient de... Est-ce qu'on a des raisons de cette amélioration? Elle vient de quelque part? Oui. Les travaux, là, justement, sur Saint-Nazaire, actuellement, on est en train de rénover les réseaux d'eau usée. Donc, à partir du moment où on adapte les capacités des stations d'épuration, où on rénove, tout ça a un coût, et on retrouve un équilibre à nouveau à avoir entre l'impact sur la qualité de l'eau et
et les budgets des communes ou du département. À partir du moment où on rénove, on adapte, on parlait qu'il y ait de plus en plus de personnes, donc des stations d'épuration construites il y a 20 ans ne sont peut-être plus en capacité de traiter l'ensemble des eaux usées de la commune, ou des communes de l'estuaire. Et ça fait partie de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et puis en face, malheureusement, ce qu'on évoquait, on a des événements climatiques exceptionnels. On peut mettre tout ce qu'on veut comme station d'épuration. Et il y a des fois, ça marche pas. Mais la qualité s'améliore. Mais par exemple, si on revient à ces questions d'événements climatiques extrêmes, si on suit ce que peuvent nous dire les scientifiques sur cette question-là, normalement, on est censé en avoir plus. Oui. À l'avenir. La fréquence augmente, oui. Donc, si la fréquence augmente, ça veut dire que ça aura des conséquences plus importantes sur les écosystèmes, sur ces questions de risque pour la santé humaine. Donc, finalement, vous faites de la surveillance, mais derrière, est-ce que le fait de faire cette surveillance, ça peut avoir des conséquences sur modifier notre manière de... Est-ce que je sais que la recherche, ça prend du temps, on peut être sur des temps plus ou moins longs, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences positives sur des changements, comme par exemple modifier les réseaux d'eau usée? C'est quand même l'intérêt global de faire de la surveillance. On ne surveille pas juste pour surveiller, on espère en tout cas atteindre un point où la surveillance permet d'appréhender les choses plus facilement, d'en comprendre les conséquences et de les éviter au maximum. C'est vrai que moi, ce qui me vient en tête, là, c'est un autre type d'événement, on va dire... particulièrement intense et extrême qui peut intervenir dans l'estuaire de la Loire et dans n'importe quel estuaire, même n'importe quel milieu côtier, c'est les submersions marines qui vont avoir tendance à faire déborder les stations d'épuration si jamais ça peut advenir et que les réseaux ne sont pas prêts à amortir ces choses-là. Submersion marine qui arrive à quel moment? Les tempêtes, globalement. Globalement, les tempêtes. Ouais. Mais ça peut être des tempêtes qui interviennent assez loin et qui génèrent des vagues particulièrement importantes à la côte. C'est super joli en photo, par contre. Ah ouais, ça fait super photo. Et ça augmente en fréquence, donc là, les photographes vont être contents. Oui. Mais au-delà de ça, c'est vrai que nous, on a aussi, tu vois, typiquement, c'est une autre fonction qu'un estuaire peut avoir, c'est une fonction d'amortissement de l'onde de marée, justement. Avec énormément de zones annexes à l'estuaire de la Loire, des zones humides, des prairies humides, des petits bras morts qui vont permettre justement d'accueillir de l'eau et d'éviter le débordement, ou en tout cas d'avoir des zones qui sont dans la plaine alluviale de la Loire et qui sont, on va dire, je vais pas dire prévues pour, mais en tout cas qui ont été installées, qui ont été naturellement dispatchées autour de l'estuaire parce qu'elles étaient régulièrement inondées. Et c'est pas pour rien, donc c'est des zones qui sont pas facilement habitables parce qu'il y a ce risque de submersion. Et il y a autre chose, c'est que actuellement on a complètement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, modifié la morphologie de l'estuaire et bien empêché la capacité d'amortissement de l'onde de marée de l'estuaire également. Elle est bien amoindrie, ce qui provoque donc des remontées beaucoup plus en amont à chaque tempête, etc. Parce qu'on a creusé le chenal et endigué le... Ouais. D'accord. Il faut imaginer que maintenant c'est un tapis roulant en fait, l'estuaire. Autant pour les navires. Donc ça facilite le passage de l'eau, ça facilite le passage des navires. Ouais. D'accord. Et des bactéries. Et du coup des bactéries. Ouais. Dans le sens où bactéries qui viennent du continuum terre-mer. Donc, voilà, tout à fait. Ouais. Donc en fait, on a facilité les risques pour notre santé et pour les écosystèmes. Oui, mais il faut quand même rester conscient que c'est des aménagements qui n'avaient absolument pas pour but de générer. Bien évidemment. L'idée n'était pas là derrière, mais comme beaucoup de choses qui peuvent être faites, et on l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir. On l'avait pas prévu. Non. Voilà. Mais du coup, est-ce que ce serait intéressant de garder plus d'espace naturel autour des estuaires ou même sur les côtes en fait, pour éviter justement... Ça fait partie des projets d'aménagement. Enfin, c'est des aménagements, mais pas à visée urbanistique ou ce genre de choses. C'est d'autres types d'aménagements qui sont justement en faveur de restauration d'habitat qui viendraient, dans ce cas-là précis, à améliorer l'amortissement de l'onde de marée ou ce genre de choses. Et du coup, pour les coquillages, ce serait mieux aussi Oui, ça peut être mieux à partir du moment où on amortit... on réduit le tapis roulant, on le freine automatiquement. Alors, peut-être que ça ralentira pas, en tout cas, si ça ralentit la contamination, ça donne aussi le temps de réagir à un événement particulier. On parle de l'environnement de l'estuaire, mais il y a tous les systèmes d'alerte qu'il faut mettre autour.
Dans certains pays, on connaît les systèmes d'alerte tsunami, mais on pourrait très bien aussi avoir des systèmes d'alerte liés à la contamination. Oui, ce serait une bonne idée, parce que du coup, ça me fait penser quand même, si on parle des contaminations qui ont eu lieu et qu'on connaît, il y a quand même quelques années, on a un souvenir d'une petite épidémie d'intoxication alimentaire à la période de Noël, quand justement par les huîtres, durant la période des fêtes. Donc, ou même ici, même en baie de Bourgneuf, une épidémie de gastro, donc qui est pas la même bactérie, le même virus. Comment on fait dans ces situations? Puisque là, de toute façon, les gens, ils sont malades. Donc, on n'a pas su prévenir. On n'a pas su prévenir. Comment on fait? On s'assure, on fait ce qu'on appelle de la traçabilité. On essaye de retrouver le coupable. Quand je dis le coupable, je ne parle pas du producteur. Du patient zéro. Parce que sinon, je sors plus du studio. Non, mais quand je dis le coupable, c'est d'abord le micro-organisme. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? C'est souvent le fameux norovirus. Et après, d'où vient l'huître coupable, s'il y en a à Noël. Et puis malheureusement, on peut être amené, lorsque le lien a été fait de façon claire, donc là c'est des décisions administratives, c'est pas l'Ifremer. L'Ifremer n'est qu'un organisme scientifique qui va réaliser des analyses. Et bien la zone peut être fermée pour éviter une contamination plus importante. Oui, tout à fait. Et là, dans ce cas-là, je sais pas, est-ce que tu sais d'où ça venait? Parce que finalement, il y a eu plusieurs endroits où il y a eu des coquillages contaminés à cette époque-là, parce qu'il y a des gens qui avaient mangé des huîtres du bassin d'Arcachon, d'autres peut-être d'ici, ou je sais plus, ça venait un peu de partout quand même. Oui, mais alors, il faut peut-être resituer un petit peu et remettre en contexte, parce qu'effectivement, à Noël et ces dernières épidémies, ces derniers hivers, on a beaucoup parlé des coquillages, mais il faut quand même rappeler que les gastro, c'est attrapé par les coquillages ou l'aliment, c'est peanuts. Même si on a l'impression à travers les médias qu'il y en a beaucoup, la gastro se transmet par les gens, par les enfants, mais pas que. On passe aux toilettes, on touche la poignée. Alors et puis le suivant arrive. C'est facilement transmissible. C'est d'homme à homme quand même la première transmission. Alors pourquoi il y a des années où il y en a beaucoup plus? Parce qu'il y en a dans la population, peut-être un peu plus, parce que le virus mute et du coup on a des nouvelles souches qui arrivent, on est peut-être plus sensible. Donc ça c'est déjà une première chose, où on a une épidémie de gastro dans la population. Donc ça se retrouve dans nos fameuses stations d'épuration et potentiellement aller contaminer les zones de production. Et puis ça peut arriver où on en a beaucoup dans nos stations d'épuration, pas pour autant que nos coquillages sont contaminés, parce qu'à côté, on a eu aussi des phénomènes de pluie, par exemple, qui vont faire que les réseaux sont saturés et ça se retrouve à la mer. Donc c'est plusieurs phénomènes qui vont avoir lieu. Et effectivement, il y a des années où les hivers sont beaucoup plus pluvieux, où il y a beaucoup de choses. On peut avoir des réseaux poreux, même si c'est bien séparé entre l'eau pluviale et puis les eaux usées. Mais si les tuyaux sont poreux, parce qu'il y a longtemps que le réseau a été mis en place, il pleut, on a des nappes phréatiques qui vont arriver à saturation, ce qu'on aime bien, parce qu'on parle souvent des nappes phréatiques qui sont basses, mais ça fait des réserves. Mais ça fait des réserves, mais elles peuvent monter, et puis si les réseaux sont poreux, l'eau s'infiltre et on va venir saturer aussi une fois de plus les stations d'épuration. On peut avoir la plus belle station d'épuration au monde, la plus efficace. Mais si derrière on l'alimente beaucoup trop, involontairement bien sûr, eh bien elle va saturer. D'accord. Donc c'est différents phénomènes qui font que on va avoir ces gastro et parfois en même temps à différents endroits. J'ai juste une petite question un peu pour compléter cette... toi tu surveilles les coquillages, justement parce qu'ils sont vecteurs de maladies microbiologiques. Est-ce que les coquillages particulièrement retiennent plus ce type de bactéries, plus que les poissons par exemple? Alors les bactéries non.
Ça passe, enfin voilà. Il suffit de mettre en purification. D'accord, on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser facilement. On a notre petite bébête, notre petit norovirus qui, lui, va s'accrocher au tissu digestif de l'huître et donc va pouvoir persister pendant plusieurs jours, semaines. D'accord. Donc on peut avoir eu un événement ponctuel de contamination, sauf que l'huître, en filtrant, puisqu'elle filtre pour se nourrir, je dis bien l'huître, parce que c'est pas le cas de tous les coquillages, tous les coquillages vont les filtrer pour se nourrir, mais l'huître, à travers des ligands spécifiques, on va pas rentrer dans le détail, mais donc le virus va rester accroché au tissu digestif de l'huître pendant plusieurs temps. Alors après, on peut discuter du temps pour l'éliminer, est-ce qu'il va toujours être infectieux, mais en tout cas, il va persister plus longtemps et on peut très bien, pour revenir au réseau Rémi, avec les E. coli, on peut très bien à un moment donné ne plus avoir de colis, puisqu'ils ont été éliminés dès qu'il n'y avait plus de contamination par la filtration, mais le norovirus va être resté bien accroché à l'huître. D'accord. Ce qui m'en vient un peu à ma conclusion, la dernière partie de cette émission, c'est on a un peu parlé de surveiller, comment on surveille, pourquoi on surveille, etc. C'est maintenant, je voudrais que vous me disiez un peu, selon vous, pourquoi c'est essentiel cette surveillance, pourquoi et qu'est-ce qui est le plus important à surveiller pour éviter soit des contaminations, soit justement une évolution négative de ces écosystèmes, enfin de la vie de ces écosystèmes. Je vais répondre un petit peu différemment. Voilà, je t'en prie. Pas en direct à la question, mais c'est important de surveiller pour le temps T0. Ça, c'est clair. Hein, on a besoin de savoir comment est la zone, est-ce qu'elle est contaminée, pas contaminée, pour répondre à des enjeux de santé publique. Et à côté de cette surveillance, on est sur un autre pas de temps, c'est la recherche qu'on n'a pas évoquée, mais qui est importante à la fois pour la surveillance de demain, pour savoir, et là je réponds à ta question, qu'est-ce qui est important de surveiller ? Aujourd'hui, on sait à peu près ce qui est important de surveiller, mais demain, qu'est-ce qui sera important de surveiller d'un point de vue microbiologique, avec tous les changements qu'on a évoqués pendant cette presque heure maintenant, eh bien on peut avoir des bactéries, des virus, des micro-organismes émergents qui posent pas de problème actuellement et demain. Et ça, c'est important de développer des outils pour connaître et surveiller et voir de nouveaux pathogènes émergents. Et puis il y a d'autres projets de recherche sur le développement d'outils pour pouvoir prévoir, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est prévoir, pour pouvoir anticiper. Alors anticiper les nouveaux pathogènes quand on parlait d'émergence, mais aussi de contamination en cas d'événement particulier. En deux mots, je vais citer un projet qui a démarré maintenant il y a peut-être 1 an sur l'estuaire de la Loire, là à Saint-Nazaire, où on fait des prélèvements quasiment toutes les semaines de coquillages, d'eau usée, et on regarde un petit peu la présence ou non de norovirus. On collecte en même temps des données physico-chimiques, la salinité, la turbidité, la température, et on met en lien la présence de norovirus avec ces différents facteurs. Alors pourquoi ? Tout simplement, une fois qu'on a accumulé suffisamment de données, et on pourra modéliser. Donc on est associé sur ce projet, c'est un projet européen, avec d'autres pays, mais aussi une équipe BioOcéanor qui fait de la modélisation. Et donc, alors je ne dis pas que demain on pourra, mais tout de suite, mais l'idée c'est ça, c'est à travers cette modélisation, on a une baisse de la salinité. Quel impact ça va avoir sur notre contamination norovirus ? On a des événements, puisqu'on va regarder aussi les événements, la pluviométrie, on a une forte pluie. Est-ce que ça va avoir un impact, ou à partir de quel moment cette forte pluie va avoir un impact ? Et donc pour pouvoir anticiper, sauvegarder les coquillages par exemple. Donc c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il faut surveiller ? C'est difficile de répondre. C'est surveiller pour aujourd'hui, ça on sait faire, et sur la surveillance de demain, ça il faut savoir l'anticiper.
à travers les travaux de recherche. D'où l'importance de la recherche, en effet. Et toi, Romain, tu voudrais compléter ? Moi, c'est marrant parce que c'est complètement différent du cas de Pascal qui a la chance d'avoir des suivis et des collectes de prélèvements qui se font à des fréquences assez serrées quelque part. Donc ça fait un volume de données, un beau suivi quelque part, j'ai envie de dire. C'est un beau suivi qu'il est important d'entretenir, c'est clair. Moi, de mon côté, du haut de mon expérience, avec les données que j'ai pu manipuler, etc., c'est des suivis qui sont beaucoup plus éparses dans le temps et qui ont tendance à s'améliorer, à se densifier récemment, donc ça c'est vraiment chouette. Et c'est ça qu'il faut maintenir quelque part, c'est essayer de garder une cohérence dans les échantillonnages, ou en tout cas d'en amener une, d'essayer d'être le plus homogène possible d'année en année. Et parce que nous, quand on échantillonne, c'est pas quelques coquillages qu'on va prélever, c'est vraiment on essaie d'échantillonner l'écosystème en entier, ou en tout cas des communautés différentes dans l'écosystème. Et c'est des échantillonnages qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus coûteux. Et donc forcément, on ne peut pas en faire tous les mois et même pas toutes les années en fait. Et même si ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Ça serait super. Ce serait super. Là, on pourrait beaucoup plus facilement comprendre ce qui se passe très finement, etc. On essaie de faire avec ce qu'on a et on essaye de pousser pour faire en sorte que ce qu'on ait soit mieux à l'avenir. Voilà. On est très très loin de pouvoir anticiper, nous de notre côté, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de données. De la modélisation, on n'en parle même pas, parce que là, pour le coup, c'est très gourmand. Mais pour autant, les données qu'on a maintenant à disposition et celles qu'on essaye d'acquérir à partir de maintenant sont des données qui sont vraiment enrichissantes en termes de connaissances, de compréhension du fonctionnement global de l'écosystème estuarien. Et ce qui est important de suivre, alors je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais qu'on commence à vraiment comprendre ce qu'il faut suivre, etc. Eh ben, on a toujours des surprises, moi j'ai l'impression. Chaque fois qu'on a des données qui arrivent, on se dit punaise, ça on l'a jamais surveillé, et ben ce serait super important à regarder. Et on revient en arrière, on reprend toutes nos données, on regarde qu'est-ce qu'il en était. On l'avait pas vu venir avant, et là d'un coup on le voit. Et ça là-dessus j'ai un exemple particulièrement concret, c'est des espèces non indigènes. C'est ce qu'on appelle, donc c'est des espèces plus communément on pourrait les appeler exotiques. Oui, qui viennent pas d'ici. Voilà. Qui ont été importés par divers vecteurs. Ça peut être la conchiliculture, il y a des poches d'huîtres qui sont transversées de pays à d'autres, de continents à d'autres, qui vont apporter d'autres choses que des huîtres. Il y a des petites bêtes qui vivent dans les huîtres ou à côté des huîtres, etc., et qui vont venir se disperser là-dedans. Pareil pour le transport de marchandises par les bateaux, on a des petites bestioles qui vont venir se fixer aux coques ou bien rentrer dans les eaux de ballast des navires et qui vont être larguées dans d'autres écosystèmes. Ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y en a autant qui partent de chez nous et qui atterrissent dans les Amériques ou en Asie, que l'inverse chez nous. Et ça, on en observait une de temps en temps. En tout cas, on y prêtait peut-être moins attention. Et là, récemment, on en observe d'un coup une petite poignée, quelques espèces qui, dans chaque inventaire, vont venir augmenter quelque part le nombre d'espèces qui doivent cohabiter à l'intérieur de l'estuaire, etc. Et ça pose énormément de questions en termes de perturbations. C'est complètement différent parce que généralement, on attache plus d'importance à regarder l'environnement qui change, quelles conséquences écologiques ça va avoir sur la faune, la flore. Là, on parle de relations entre différentes espèces de faune et de flore. Donc, c'est encore un étage en dessous en termes de relations, et c'est des choses qui sont très excitantes à essayer de comprendre, etc. Mais en même temps, je dirais pas angoissantes, mais on le voit venir, et on se dit, OK, là, il va falloir guetter ça, absolument. On a des populations qui, les espèces non indigènes, il y en a beaucoup plus qui vont s'éteindre automatiquement, parce que pas adaptées à l'estuaire, etc. Et quelques-unes qui vont prendre le pas. Et c'est ces quelques-unes qu'il est important de surveiller, parce que c'est celles-là qui vont avoir un potentiel invasif. Ou au moins un potentiel de remplacement d'espèces indigènes à l'estuaire de la Loire, avec leur rôle, avec leur participation au fonctionnement global de l'écosystème. Et donc, s'il y a un remplacement d'espèces, est-ce que ces fonctions seront toujours assurées à l'avenir, etc. Ça reste des questions difficiles d'anticiper, mais il faut le surveiller. D'accord, merci pour vos réponses. Je voulais rajouter quelque chose. Je rebondissais, c'est vrai que on a si on parle microbio, on a nos espèces locales ou françaises ou européennes, mais effectivement, exactement de la même façon, on peut importer. Je me souviens d'une étude qui avait été faite, alors on quitte la Loire, mais qui avait été faite par les Anglais, il me semble, où on a parlé tout à l'heure de vibrio, où on a importé une souche de vibrio qui n'existait pas en Europe à travers le ballast des bateaux. Donc on peut très bien imaginer que tout ce qui rentre par l'estuaire de la Loire peut apporter des choses. Alors on les voit pas tout de suite parce que contrairement à toi, Romain, nous elles sont toutes petites. On les voit pas. C'est pas des bestioles qu'on voit à l'œil nu. Voilà. Et puis on cherche ce que l'on trouve. Voilà. Il faut aussi avoir des méthodes de détection. Il y a pour quitter la mer. Et l'estuaire, quand le Covid est arrivé, on ne savait pas au début le chercher. Et
est-ce qu'il est arrivé à cette date-là ou est-ce qu'il n'était pas là un petit peu? Ah bah oui, c'est exactement pareil avec nos virus ou nos bactéries qui vont venir contaminer. Est-ce qu'ils sont là présents à bas bruit, donc elles passent complètement inaperçues, y compris en santé humaine, et puis demain, pour des raisons de changement de température, de salinité, et ça va augmenter. C'est ce qu'on appelle l'émergence. L'émergence n'est pas obligatoirement de nouveaux micro-organismes, simplement ils prennent le dessus d'un seul coup. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter, mais je suis un peu long. Merci, c'est très bien. Donc, finalement, si on regarde un petit peu sur tout ce qu'on a raconté, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans l'estuaire de la Loire. C'est quand même un environnement très, très dynamique, autant pour les espèces qu'en termes de microbiologie ou pour nous en tant qu'être humain, puisque c'est un centre économique. On espère que ça pourra s'améliorer, en tout cas que qu'on arrivera à trouver l'équilibre entre ces différents éléments qui forment l'estuaire. En tout cas, merci beaucoup pour toutes d'avoir répondu à mes questions et pour cette émission. On arrive à la fin. Donc, je voudrais d'abord remercier la Tribune de nous avoir accueillis dans leur studio, la Frappe évidemment qui nous aide à produire ces émissions. Évidemment, encore merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de nous avoir invités. C'est un plaisir. Cette émission, elle sonne la fin de notre série sur l'eau. Donc l'eau, un enjeu de société. Si vous avez apprécié cette émission, on vous invite à découvrir les 4 autres que nous avons réalisées, qui sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes et qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Écosciences Pays de la Loire. Et aussi, évidemment, je vous invite à aller écouter les podcasts qui ont été réalisés par les radios participantes au projet. Il y a 15 podcasts, ils sont presque tous sortis et ils sont disponibles aussi sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller sur le site de la Frappe ou sur Écosciences. En tout cas, des podcasts qui traitent de l'eau sur tout le territoire des Pays de la Loire. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette dernière émission et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était L'eau, un enjeu de société, une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.